Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2017. L'ancien président français a été reconnu coupable d'avoir laissé ses proches solliciter l'ancien président de la Libye, Moammar Kadhafi, afin d'obtenir un soutien financier alors qu'il occupait des responsabilités politiques majeures au sein de l'État français. En revanche, il a été relaxé des accusations de corruption passive et de financement illégal de sa campagne électorale en vue donc de la présidentielle de 2007. Et ce, faute de preuves directes. Cela dit, lors de ce procès, pas un mot sur l'intervention étrangère en Libye, des mensonges qui ont conduit à cette intervention qui, pour rappel, a été menée sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour certains, ce jugement marque une étape historique. C'est la première fois sous la Ve République qu'un chef d'État ou un ancien chef d'État est condamné dans un dossier mêlant politique, géopolitique et réseaux d'influence internationaux. Mais ne faut-il pas rappeler que la Ve République est familière des scandales de ce genre, pour n'en citer que les diamants de Bokassa. D'autres, en revanche, se posent la question essentielle. La justice française a-t-elle évacué le dossier libyen? Nicolas Sarkozy et les dirigeants occidentaux devront-ils un jour répondre devant la justice internationale pour la déstabilisation de la Libye et pour leur application dans le destin presque tragique de la Libye? Et surtout, les Libyens, le peuple libyen, première victime de cette expédition punitive menée par Sarkozy, verront-ils un jour la justice pour la déstabilisation de leur Libye? Ce soir, cap sur l'Afrique, nous ouvrons le débat pour une réflexion collective sur les responsabilités, la mémoire et peut-être même un débat sur la justice. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de quelqu'un qui connaît bien la Libye, Giuseppe Acozia. Bonsoir Giuseppe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Très bien, Giuseppe, je rappelle que vous connaissez bien la Libye, vous lui avez consacré des articles et des ouvrages également, vous connaissez bien les dynamiques internes, mais aussi les enjeux régionaux qui entourent la région de la Libye, de l'Afrique du Nord, mais aussi de la Méditerranée. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Giuseppe, si on devait revenir directement, très brièvement, ou en attendant, en attendant de revenir avec plus de détails sur ce procès qui a mené donc à la condamnation de Sarkozy, quel commentaire faites-vous de ce procès qui, faut-il le rappeler, a quand même fait couler beaucoup d'encre? Oui, il faut se souvenir que c'est la première fois que dans l'histoire française, qu'un président de la République est condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. En fait, après 10 ans d'enquête, Sarkozy demandé d'être considéré comme innocent et pas d'avoir, il veut pas la grâce présidentielle, mais en même temps, il faut se souvenir que tout autour de lui, il y a des figures comme l'ancien secrétaire de l'Élysée, Claude Guéant, qui a été condamné à 6 ans, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, encore une fois condamné à 6 ans, qui ont tous collaboré avec Sarkozy dans ce cas de corruption, parce qu'en fait, ils ont demandé des fonds au Raïs, Dafi, même si ces fonds-là ont pas été trouvés, il faut se souvenir qu'il y a des responsabilités politiques de la classe dirigeante française dans ce moment-là de l'histoire de la Libye. Pas juste que les leaders français, parce qu'en fait, on parle là de Sarkozy, mais il faut se souvenir que pas mal de leaders européens avaient le même rapport avec les leaders Kadhafi. Il faut penser par exemple à Silvio Berlusconi en Italie, qui même a rencontré plusieurs fois Kadhafi, il a aubergé à Rome et il avait des relations privilégiées avec Kadhafi. Donc, il y a tout un réseau de soutien qui devrait être bien étudié et qui a ouvert les ports aux catastrophiques attaques de l'OTAN de 2011 dont on parlait avant. En fait, après ces cas-là, il faut bien se demander l'Angleterre, la France,
qui ont déstabilisé la Libye en plongeant le pays dans le chaos présent, si ces pays-là ont des responsabilités tellement fortes avoir détruit et fait cette guerre-là qu'ils devraient être considérés comme des violations du droit international parce qu'en fait, il n'y a pas eu une reconnaissance par rapport aux Nations Unies d'une attaque qui a plongé le pays dans le chaos. Justement, Giuseppe, lors de ce procès de Sarkozy, on a presque l'impression qu'on a voulu faire de ce procès une affaire franco-française, alors qu'il n'est absolument pas question d'une affaire franco-française, d'autant plus que la Ve République, et je le disais tout à l'heure, la Ve République est habituée à ce genre de rapport avec, avec les pays africains, les scandales, il y en a à tout va. Oui, tout à fait. Et en fait, là, il faut bien souligner qu'il y a une façon postcoloniale de se relationner avec les pays de l'Afrique du Nord, dans ce cas-là avec la Libye, qui a eu des effets énormes dans l'économie locale. Par exemple, il faut se souvenir qu'après les catastrophiques attaques de l'OTAN de 2011, la France a eu un rôle beaucoup plus important Que le par reste des rapport pays. à ce qu'il avait avant de 2011. Donc, il a gagné beaucoup par rapport à l'Italie et d'autres pays, juste parce que le pays a soutenu ce genre d'action illégale. Justement, une dernière question concernant, oui, on va y revenir dans un court instant. Quand on parle de ce procès, et vous êtes en train de le dire, qu'il y a eu quand même violation du droit international, on va revenir sur l'opération de l'OTAN et sur l'implication de la France qui a appelé son opération l'opération Hartmann au sein de cette opération française. Mais est-ce que depuis les indépendances, depuis les indépendances et puis ce qui a été appelé les réseaux FOCAR et les réseaux de la France-Afrique, est-ce que le refus de la France de reconnaître aujourd'hui l'implication de Sarkozy dans la mort de Kadhafi et dans la déstabilisation de la Libye rentre aussi dans ce refus de reconnaître la mémoire coloniale? Tout à fait. Et le problème est juste là, en fait, de ne pas reconnaître les responsabilités dans la colonisation. En fait, il faut se souvenir qu'il y a eu un espèce de choc politique en France. Par exemple, Carla Bruni, elle était très tendue au moment de la décision par les juges. Elle a même agi contre Mediapart, qui est le média qui a activé l'affaire contre Sarkozy. Et même, il y a plus en général en France un discours politique qui attaque les juges qui ont pris cette décision-là, même les Pen, les républicains qui ont un soutien de Sarkozy, qui continuent ce soutien-là. Donc il faut se souvenir qu'il y a tout un côté politique en France qui ne veut jamais faire les comptes avec l'histoire coloniale du pays et même pas admettre les responsabilités dans la malgestion des rapports et des relations internationales avec les pays de l'Afrique du Nord et en particulier avec la Libye. Très bien, on va revenir justement sur ce point qui est très important, qui est cette vision post-coloniale ou néocoloniale qu'a entretenu la France longtemps via les réseaux FOCA et la France-Afrique. Giuseppe, on le disait à l'instant, cette opération militaire menée donc en Libye sous l'égide de l'OTAN avec l'assistance de la France de Sarkozy n'a pas respecté donc le Conseil de sécurité qui, lui, voulait uniquement une zone d'exclusion aérienne, mais l'OTAN et à sa tête la France a voulu intervenir sur les terrains, chose qu'elle a faite. Donc il y a déjà ici violation du droit international. En plus du mensonge, parce qu'on parle, pour cette intervention, je rappelle que l'OTAN, la France, les pays impliqués, donc il y a des pays occidentaux, il y a notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le Royaume-Uni, mais il y a aussi les États-Unis avec sa secrétaire d'État de l'époque qui est Madame Clinton. On menait un mensonge, on préparait l'opinion internationale en parlant de guerre humanitaire. Sauf qu'aujourd'hui, avec des enquêtes très sérieuses, on sait très bien qu'il n'y avait aucune intention de massacre à Benghazi. Les massacres sont arrivés après les interventions étrangères. Concrètement, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, cela fait 10 ans, plus de 10 ans, cela fait plus de 10 ans. Quels étaient les objectifs, surtout de Sarkozy, mais de l'Occident en général ? Et en 2011, les objectifs de Sarkozy et du Royaume-Uni étaient d'avoir un contrôle sur les revenus du pétrole d'un pays très riche de pétrole comme la Libye. Et en fait, ils ont eu un succès sur ce point de vue parce qu'en fait, il y a eu un contrôle sur les gaz et les pétroles présents
dans les pays par l'ENI, qui est la compagnie italienne, qui avant avait joué un rôle très important dans les pays, et la British Petroleum et les compagnies françaises ont gagné beaucoup d'espace dans les pays après 2011. Donc ça a donné à l'économie de Paris et de Londres des opportunités qui n'étaient pas présentes avant 2011. Mais en fait, par rapport à la gestion politique locale, ça a détruit complètement les équilibres politiques. En fait, on sait très bien que maintenant, il y a deux Libyes, trois Libyes, même plus, parce qu'en fait, il y a un pays où il y a plusieurs milices, plusieurs gouvernements, par exemple le gouvernement de Tripoli, de pays, le gouvernement de Tobruk, qui est contrôlé par Saddam Haftar et Khalifa Haftar, et même s'il y a des divisions à Tobruk, donc on ne peut pas dire qu'il y a un contrôle complet sur le Parlement de Tobruk par ces politiciens-là que j'ai nommés. Et en plus, ce n'est pas possible de construire un processus de dialogue entre les partis qui se confrontent dans les pays pour arriver à des élections qui manquent dans les pays dès 2014. Donc, le pays se trouve dans une crise politique, institutionnelle, économique, d'accès à tous les domaines économiques par rapport à la population locale, qui a été très affectée par le climat d'instabilité et de crise de sécurité que les pays doivent toujours, dans lesquels les pays doivent toujours vivre, avec la présence d'armées partout. Je parlais des milices. Les milices, en fait, contrôlent les territoires, les côtes. Des fois, ils sont agis comme des polices. Donc, en fait, les pays n'ont pas eu la possibilité de reprendre son équilibre politique institutionnel qu'il y avait là Giuseppe, avant les attaques. on va revenir sur ce point justement dans quelle situation se trouve actuellement la Libye, mais aussi quelles sont les puissances, pardon, quelles sont les puissances en présence et quelles sont les puissances qui se livrent une guerre d'influence, parce qu'il y a clairement une guerre d'influence pour la Libye. Vous avez parlé des objectifs du Royaume-Uni, on va dire, ou des pays occidentaux, qui est la France, européens, qui est la France et l'Angleterre. Quels étaient les objectifs, concrètement, quels étaient les objectifs américains, qui est aussi partie prenante de cette intervention et de la déstabilisation de la Libye, surtout quand on se souvient de l'ancienne secrétaire d'État et lors de cette fameuse vidéo de l'ancienne secrétaire d'État lors de l'assassinat de Kadhafi, elle ne cachait pas sa joie de voir Kadhafi disparaître. Oui. Et en fait, là, il faut se souvenir de toutes les dynamiques qui ont suivi au printemps arabe, qu'il y a eu en Égypte, par exemple, en Tunisie, où il y a eu un soutien initialement aux forces de l'islamisme politique. On va penser à la Frères musulmans, par exemple, qui était active à Misurata et en Libye aussi. Et il y a eu un moment où les États-Unis et la diplomatie internationale avaient joué un rôle pour soutenir ces groupes-là. Il faut se souvenir, par exemple, avant, on a nommé Clinton et le rôle qu'elle a joué dans ce moment-là, et même Anne Patterson, qui était à ce moment-là l'ambassadrice des États-Unis au Caire, qui soutenait une transition politique qui pouvait amener un gouvernement avec un support, une présence islamiste. Il faut se souvenir que même le Premier ministre et les institutions de Tripoli ont un soutien par les milices de Misurata qui ont un recul qui viennent des groupes islamistes. Donc, il y avait tous ces enjeux-là, dans ce moment-là, qui ont amené à une possibilité de transition politique qui a été complètement contrôlée après 2013-2014, quand les militaires et les forces militaires ont préféré entourner le pouvoir. Et là, il faut se souvenir des influences étrangères qui, dans ce moment-là, sont devenues très importantes pour les écrits politiques libyens. Très bien. Giuseppe, pour bon nombre d'observateurs, Sarkozy ou Nicolas Sarkozy a opéré une véritable volte-face concernant sa relation avec Kadhafi. Il est passé, on rappelle quand même que ça a été le premier chef d'État qu'il a appelé le soir même ou quelques heures après son élection à la tête de la France. Ça a été le président, il a reçu Kadhafi en grande pompe, il l'a reçu comme un ami, comme un allié, il l'a reçu à l'Élysée, il y avait ces échanges. Mais à peine 3 ans plus tard,
Sarkozy fait volte-face et la Libye est déstabilisée. Pour bon nombre d'observateurs, il y a quelque chose de très important. Avec le recul, toujours, je parle, des enquêtes très sérieuses de journalistes ont été menées et expliquent que finalement, si Sarkozy a décidé de déstabiliser la Libye et d'en finir avec Kadhafi, c'était en raison de cette alliance qu'il prévoyait pour la Méditerranée. Souvenez-vous de son premier discours le jour même de son élection, il parlait de cette Méditerranée. Sauf que pour intégrer cette Méditerranée, il fallait bien évidemment intégrer l'antité-sionisme, mais Kadhafi est profondément antisioniste et profondément pro-palestinien. Pour bon nombre d'observateurs, cette volte-face a été peut-être faite par on va dire, du chantage qu'on a pu récolter à l'encontre de Kadhafi via des logiciels espions comme Pegasus. D'ailleurs, Pegasus qui paraît dans des scandales impliquant l'actuel président français. Oui, tout à fait. C'était le moment où, en France, il y avait le débat sur l'Union pour la Méditerranée et même ça peut se considérer comme une des buts de plusieurs politiciens dans ce moment-là. Il faut se souvenir, comme je disais au début, que Silvio Berlusconi, par exemple, il avait dit qu'il soutenait, il avait une relation amicale avec Kadhafi et il voulait que Kadhafi pouvait continuer à contrôler le pays avant les attaques catastrophiques de l'OTAN. Et en fait, à ce moment-là, 2011, a été le moment dans lequel Kadhafi a commencé à perdre son soutien international. Il avait volte-face, il a commencé à perdre le soutien français, mais même le soutien italien. Et l'Italie a donné ses bases pour les attaques de l'OTAN qui ont été amenées en 2011. Donc, un après l'autre, tous les pays européens ont commencé à se dire qu'il faisait avoir un changement politique en Libye. Il faut se souvenir qu'en février 2011, Hosni Moubarak a terminé son mandat en Égypte, donc ça pourrait être le moment pour une transition politique et les pays européens voulaient s'avantager de cette opportunité. Très bien. Donc là, on peut comprendre que finalement, Kadhafi on voulait finalement en finir avec Kadhafi et ce qu'il représentait, que ce soit au niveau de la politique interne ou au niveau de la politique régionale, du Sahel et tout ce que cela implique. Mais on va revenir. Concrètement, c'est quoi le projet finalement? Vous avez dit que l'Italie a cédé ses bases pour l'OTAN, pour qu'elle puisse mener des frappes. Finalement, c'était quoi le projet, ce projet pour la Méditerranée? C'est quelle vision qu'avait l'Occident à l'époque pour la Méditerranée? C'est une vision très coloniale, post-coloniale, pas très concrète en fait, même s'il y a eu le processus de Barcelone et toute la possibilité d'avoir une politique de voisinage entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique du Nord, ça a failli complètement et pour plusieurs raisons. Un des sujets qui ont été amenés sur ce point-là, c'était toute la question des migrations et la Libye a été toujours au centre des questions migratoires. Il faut se souvenir qu'après 2011, ça a commencé à démarrer parce qu'en fait, tous les acteurs politiques libyens ont commencé à dire c'est nous qu'il faut parler avec pour gérer la question des flux migratoires. Et donc, des Zaouia, des côtes libyennes ont commencé à arriver des migrants qui ont amené à la crise migratoire de 2015. Donc, c'est par rapport à ce genre d'action que toute l'activité de politique de voisinage, la possibilité d'avoir un dialogue équilibré avec les pays de l'Afrique du Nord complètement tombé. Et ça a amené à canceller, à éliminer l'idée d'une union pour la Méditerranée qui est basée sur une idée très postcoloniale. Et ça amène aussi à penser au plan Mattei et aux plans qui ont été lancés par les autorités italiennes récemment, qui ont toujours ce genre d'esprit qui amène à des racines de colonisation ou post-colonisation. Justement, on va revenir peut-être sur la question de la migration et sur comment est-ce que cette intervention en Libye menée par l'OTAN, et en particulier sous l'égide de l'OTAN et avec l'assistance de Nicolas Sarkozy, a complètement changé la donne. Giuseppe, finalement, est-ce qu'on peut considérer que ces projets-là pour la Méditerranée sont en quelque sorte des prémices comme des accords d'Abraham qui se sont passés au Moyen-Orient avec des pays arabes? Est-ce que finalement, en Europe, on avait cette vision-là?
Oui, et c'était une vision de normalisation Mhm. des rapports entre les pays arabes et l'entité sioniste, d'inclure l'entité sioniste dans les dynamiques politiques de l'Union européenne, qui étaient déjà présents dans l'idée de l'Union pour la Méditerranée et qui sont présents dans les accords d'Abraham. Il faut se souvenir que les accords d'Abraham ont même accru ce genre de processus avec l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar et d'autres pays qui pourraient rejoindre ce genre de façon de gérer les relations avec l'entité sioniste. Mais en fait, après les attaques d'octobre 7 2023, ce genre de façon de gérer les relations entre pays arabes et États-Unis a complètement fallu parce qu'en fait, est clair et net que les habitants, les gens, les mouvements, les jeunes et toutes les personnes qui considèrent pas équilibrer les dynamiques géopolitiques au Moyen-Orient vont jamais soutenir un genre d'accord comme les accords d'Abraham et comme l'Union de la Méditerranée, juste parce qu'il reproduit des relations de dépendance post-coloniales qui ne sont pas acceptables pour les populations locales. Je rappelle juste que depuis le 7 octobre, c'est le début du génocide à Gaza, et pas seulement, et je préfère et c'est plus important pour l'histoire qu'on le dise ainsi. Giuseppe, justement, vous avez parlé de, de ce Moyen-Orient et de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, enfin depuis longtemps, l'Occident veut faire du destin de la Méditerranée et du destin du Moyen-Orient pratiquement le même, les mettre dans le même espace géopolitique en quelque sorte? Oui, tout à fait. En fait, il y a d'un côté l'idée des États-Unis qui ne doivent pas être trop engagés dans les dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient. Et de l'autre côté, de donner beaucoup de pouvoir à l'État sioniste qui doit d'une certaine façon contrôler complètement tous les acteurs qui contestent la présence d'Israël. Par exemple, les forces chiites, par exemple les Houthis, par exemple Hezbollah au Liban, par exemple les autres groupes qui sont dans l'axe de la résistance, la Hamas, et on peut continuer sur ça. Et d'autre côté, il y a une espèce de plus forte représentation par les groupes militaires qui continuent à contrôler certains pays et qui ont un soutien qui viennent de la Russie, de Vladimir Poutine. Il faut penser toujours au soutien qu'il y a en Égypte par le président russe. Et tous ces genres de dynamiques ont joué un rôle en Libye parce qu'en fait, les deux gouvernements qui avant on disait ont eu d'un côté le gouvernement de Debeb en soutien de la communauté internationale après les accords de Skirat qui ont été signés au Maroc en 2015 et après avec Faiz al-Serraj et maintenant avec Debeb. Et de l'autre côté, pays comme l'Égypte, même l'Arabie saoudite, la Chine, la Russie, qui ont plutôt soutenu la figure de Khalifa Haftar et le gouvernement de Tobruk. Mais il y a beaucoup plus de dynamiques qu'on peut ajouter dans ce moment-là, parce qu'en fait, il faut considérer que la France veut toujours soutenir le gouvernement de Tripoli, mais en même temps a toujours soutenu aussi Haftar en Cyrénaïque. La Turquie a normalement commencé en soutenant le gouvernement de Tripoli, mais maintenant fait une négociation et un soutien avec Haftar aussi. Et on peut aussi considérer le Qatar comme un autre acteur de médiation dans ces dynamiques géopolitiques antérieures. Donc, il est clair et net que tous les pays qui ont une importance géopolitique régionale veulent jouer un rôle en Libye et ça augmente les divisions, les fractures entre les politiciens qu'on a nommés, mais entre tous les acteurs qui ont un rôle, par exemple, dans la gestion du pétrole et Mhm. de l'économie locale. Très bien, Giuseppe, très chers téléspectateurs. Nous quittez pas, on revient dans un court instant, juste après cette page publicitaire.
Très chers téléspectateurs, vous êtes sur le plateau de Cap sur l'Afrique qui ce soir revient sur le procès de Nicolas Sarkozy qui l'a conduit à cette condamnation de 5 ans dans 2 enfermes. Cela dit, tout au long de ce procès, on ne parle peu ou on ne parle à peine de l'implication non seulement de Nicolas Sarkozy mais aussi de la Ve République dans la déstabilisation de la Libye. Cela dit, c'est un discours ou des pratiques qui sont récurrentes au sein de la Ve République et au sein de l'Occident. Déstabiliser un pays, prendre le destin de population de tout un peuple en otage n'est pas scandaleux pour les dirigeants de la Ve République, mais aussi pour bon nombre de dirigeants occidentaux. Quels étaient les enjeux que cachait l'intervention en Libye et ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre avec notre invité ce soir, Giuseppe Acconcia, qui connaît bien les dynamiques internes, mais aussi les enjeux géopolitiques de la Libye. Giuseppe, merci de m'accompagner ce soir. Merci à vous, avec plaisir. Alors Giuseppe, lors de cette première partie, nous avons essayé d'expliquer un peu les grands enjeux géopolitiques qui entourent la Libye, notamment le pétrole. Et encore une fois, quand on parle de l'Afrique ou quand on parle du tiers-monde, il est souvent question des ressources. Quand l'Occident déstabilise les pays du Sud, il est toujours question des ressources. Cela dit, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que la question peut paraître un peu innocente, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la France est la grande perdante de l'échiquier géopolitique libyen actuel, quand on sait, vous l'avez expliqué il y a quelques minutes à peine, qu'il y a toutes les puissances, il y a les grandes puissances, je parle donc de la Chine, de la Russie et des États-Unis qui sont en train de se livrer une véritable guerre d'influence au sein de la Libye pour les ressources, mais aussi pour avoir accès au Sahel, parce qu'on va revenir justement sur le Sahel. Il y a aussi des puissances médianes comme la Turquie ou quelques pays européens qui sont aussi des acteurs. Il y a aussi les pays arabes. Finalement, le rôle de la France, après avoir déstabilisé la Libye, c'est quoi aujourd'hui? Concrètement, que gagne la France aujourd'hui? Au niveau économique, la France a toujours essayé de jouer un rôle plus important après les attaques de l'OTAN de 2011. Mais en fait, au niveau politique, oui, les Sarkozy, après Macron, n'ont jamais arrivé à jouer un rôle central. En fait, ils continuent à jouer sur des tables, à soutenir l'aider figures politiques plus importantes du pays à Tripoli et à Tobruk. Mais en fait, ces gens de politique de division qui a été amenée par les politiciens en français a été suivie par d'autres acteurs. Il faut penser au Royaume-Uni, il faut penser à l'Italie. Même l'Italie, maintenant, avec Giorgia Meloni, donne un certain soutien à Khalifa Haftar, qui essaye d'arriver à Tripoli depuis 2014. Il faut se souvenir qu'il a fait plusieurs coups pour arriver à l'aéroport de Mitiga et après à Tripoli, mais il n'a jamais eu il n'a jamais contrôlé les institutions de Tripoli où il y a des bébés et encore il contrôle le pouvoir dans la capitale de la Tripolitaine. Donc, est très contradictoire le rôle que la France a joué et ça se peut voir dans la politique étrangère menée par François Hollande et par Sarkozy et par Macron, par exemple, par rapport à l'Égypte, au soutien qu'il a donné à l'extension du canal de Suez et tous ces genres d'actions qui ont été toujours très enracinés dans une vision très postcoloniale de voir les relations de politique étrangère en soutenant des figures qui n'ont pas tout le temps un soutien fort par rapport à la population. Donc il faut toujours voir les relations, les dynamiques politiques pour comprendre comment la France a géré et plusieurs fois pas considérant les droits locaux et les demandes qui viennent de la population locale dans ces décisions de politique étrangère. Très bien, Giuseppe. Aujourd'hui, on peut le dire, et beaucoup, en particulier beaucoup d'observateurs et beaucoup d'intellectuels africains parlent de la géopolitique du chaos concernant le Sahel. Est-ce qu'on peut considérer que cette géopolitique du chaos au Sahel, la Libye, la déstabilisation de la Libye a été une porte ouverte? Parce qu'il faut rappeler qu'après l'intervention de l'OTAN en Libye, s'en est suivi les opérations Barkhane, les opérations Takuba, G5 Sahel. Il y a eu toute une politique du tout sécuritaire qui ont été mis en place et qui, aujourd'hui, on le sait, n'ont mené à rien, si ce n'est à exacerber les abcès sécuritaires. Est-ce que la Libye a été un
une porte d'entrée à cette déstabilisation totale du Sahel. Et est-ce que dans les calculs de pyromane qu'ont fait les puissances occidentales, ce point-là faisait partie de leurs objectifs finalement? Tout à fait, en fait. La déstabilisation du Sahel a été une des conséquences de la guerre amenée à l'Afrique du Nord par des puissances comme la France. Et ça a amené aussi avant on parlait des crises migratoires qui ont été une conséquence de ce genre de politique. En Tchad, dans les pays de Mali, dans les pays où les migrants ont transité avant d'arriver dans le désert libyen. Il faut se souvenir toujours que le désert libyen a été le lieu où milliers de migrants ont été toujours menés pour éviter qu'ils arrivent jusqu'à la côte et après vers les côtes européennes. Mais ce genre de déstabilisation est très présent dans ce moment-là. Par exemple, dans les relations entre les gouvernements de Tripoli et les différentes milices qui sont présentes dans le pays. Il faut toujours se souvenir que la milice Rada, qui était la milice guidée par le général Al-Masri, qui était un général qui devait être arrêté quand il est venu en Europe, mais après il a pu rentrer en Libye, a été mené, médié, il y a eu une médiation par la Turquie, mais en fait est très fragile. Donc la possibilité que le pays, dans un moment ou l'autre, plonge encore une fois dans le chaos et dans la guerre civile est toujours présente. Il faut se souvenir qu'il y a la possibilité d'un passage de contrôle, par exemple, sur l'aéroport de Mitiga, sur la prison de Mitiga, des milices de Rada au gouvernement de Dbeibeh, mais c'est très difficile que ce processus va se conclure. Même les milices de Misurata ont un problème très fort dans la Libye contemporaine. Selon l'accord qui a été médié par la Turquie, ils devraient se retirer de Tripoli, mais ça ne va jamais arriver. En fait, les milices de Misurata continuent à soutenir le premier ministre de Dbeibeh. Et en fait, il faut toujours se souvenir que la dynamique géopolitique à ce moment-là, c'est toujours la position turque qui a eu un rôle de négociation, de médiation en soutenant le gouvernement d'unité nationale de Dbeibeh. Mais à ce moment-là, Saddam Haftar, le fils de Khalifa Haftar, a un certain soutien par la Turquie aussi. Donc il y a cette possibilité qu'il peut y avoir un gouvernement d'unité nationale avec Haftar et Dbeibeh, mais c'est toujours très difficile que ça arrive. Donc, ça empêche complètement aux missions des Nations Unies, comme 11 000, d'arriver à aboutir, à conclure un processus qui amène à des élections. Très bien. Est-ce que vous avez parlé de Saddam Haftar, le fils de Haftar. Qu'est-ce que cette arrivée dans la scène politique, on l'a vu, il a présenté pratiquement comme son héritier. Qu'est-ce que ça en dit sur la situation à l'est de la Libye? Vous l'avez dit vous-même, à l'est de la Libye, la situation n'est pas aussi hégémonique au clan Haftar. Et même pour les puissances, on commence à voir que certaines puissances ils sont réticentes à continuer ce soutien. Oui, ça amène à ce qui s'est passé au mois de mai, donc il y a pas mal de temps, au sud de Tripoli, après l'assassinat d'Abdelghani Al-Kikli, qui a été un des leaders de la milice de la structure de soutien à la stabilité. Et en fait, là, il y a eu un affrontement avec les milices de Misurata, la milice 444, la milice 111, qui, encore une fois, a plongé le pays dans une crise sécuritaire. En fait, à ce moment-là, la mission de l'ONU, l'ONSMI, a demandé un cessez-le-feu et a obtenu le cessez-le-feu, mais on sait très bien que des figures comme Al-Kikli, comme Al-Masri, sont comme des leaders qui amènent à des crises continues, dans une façon continue dans le pays. Même la Libye a été considérée par plusieurs acteurs internationaux comme un lieu qui pouvait être utilisé pour la déportation des migrants. Même le président Donald Trump a dit que la Libye pouvait être utilisée comme pays où déporter les migrants selon sa politique raciste par rapport aux migrants. Et comme on disait, les acteurs locaux ont toujours utilisé cette dynamique, en fait, en considérant comme ceux qui peuvent contrôler les flux migratoires
territoire. Ça, il y a toujours une dynamique très compliquée parce qu'en fait, il y a la garde côtière, il y a les municipalités, il y a les ministres, il y a les politiciens, ils sont tous impliqués dans ce genre de dynamique locale qui donne aux migrants un rôle central. Et après, ça, pendant les crises politiques, ça arrive toujours. En fait, par exemple, à ce moment-là, dans les derniers mois, quand il y a eu des difficultés avec Haftar et la possibilité d'Haftar d'arriver encore une fois au contrôle de Tripoli ou à l'aéroport de Mitiga, il a augmenté les flux migratoires des migrants qui partaient de la Cyrénaïque, par exemple. Donc, ça a amené à des rencontres au niveau politique avec les leaders européens et Haftar. Par exemple, le dernier 2 septembre, il y a eu une rencontre à Rome avec l'invitation des envoyés spéciaux des États-Unis, Mossad Boulos, pour parler en fait du rôle de Haftar. Donc, ça augmente la présence, le niveau, le level, l'importance politique de ce général qui en fait n'a pas un soutien complet, même dans le Parlement de Tobruk. Très bien, Giuseppe. Dans le cadre des tensions internationales qu'il y a aujourd'hui, je fais référence notamment au génocide à Gaza, ce qui se passe en mer Rouge, les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, notamment avec l'attaque, avec l'entité sioniste qui attaque l'ensemble de ses voisins. Quel est le rôle et la Libye a toujours été en quelque sorte ce relais entre deux continents, entre deux régions. Dans l'état actuel, si aucune tension ne baisse dans le monde, quels pourraient être les scénarios qu'on pourrait envisager pour la Libye? Un pays dans le chaos, une guerre qui continue, un affrontement continu entre milices et politiciens, et en fait une polarisation toujours très forte. Et là, il faut voir toutes les dynamiques qui sont au moment présent. Il faut se souvenir de la guerre qu'il y a eu entre Iran et Israël et les conséquences que cette guerre a amenées pour la région, le fait que l'Iran continue à soutenir une résistance légitime par la population palestinienne, et de l'autre côté, Israël qui veut, et surtout la droite dans l'entité sioniste, qui veut un contrôle complet sur les territoires occupés. Le génocide, en fait, est la conséquence de cette politique de contrôle après la fondation de l'entité sioniste en Justement, 1948. l'entité sioniste n'a jamais caché ses appétits ses appétits pour la Libye, ses appétits pour une influence réelle, que ce soit en Méditerranée, que ce soit au sud de la Méditerranée, donc un contrôle aussi de la Libye. Quels sont les objectifs de l'entité sioniste par cet désir d'expansion géopolitique, que ce soit au Sahel, parce qu'on voit aujourd'hui les conséquences de cette expansion géopolitique de certaines puissances du Moyen-Orient et de l'entité sioniste? Ça commence avec un contrôle économique sur les pays voisins. Il faut penser par exemple à gaz qui arrive en Égypte, et l'Égypte devient de plus en plus dépendant du gaz israélien. Et là même, il y a dans la péninsule du Sinaï des problèmes très forts parce qu'en fait, les autorités égyptiennes sont très tendues par la possibilité qu'il y ait une déportation de population palestinienne de Gaza qui, dans ce moment-là, est attaquée à Gaza City. Et donc, les Palestiniens peuvent sortir de la bande de Gaza pour arriver au Sinaï. Ça pourrait amener à une très forte réaction par l'armée égyptienne. Donc, en fait, les conséquences du contrôle économique sur la région par Israël sont très fortes, sont très graves, ont des conséquences géopolitiques. Il faut très bien se souvenir le rôle central que la Tunisie, l'Algérie peuvent jouer pour éviter que ce genre de politique continue. Par exemple, la Tunisie a très fortement condamné la violation des droits de l'homme et les génocides qu'il y a à Gaza, et l'Algérie est toujours le pays plus important pour faire souvenir à la communauté internationale les responsabilités dans le génocide de l'État sioniste
sioniste est le fait que les États-Unis ont toujours soutenu ce genre de politique. Parce qu'en fait, s'il y a la possibilité pour Trump d'avoir pas un contrôle direct dans le Moyen-Orient, c'est juste parce qu'il peut contrôler complètement l'élite politique israélienne qui gère la politique de sécurité des États-Unis au Moyen-Orient comme s'ils étaient Trump lui-même. Il faut se souvenir que Trump lui-même a attaqué l'Iran quand Israël a commencé à attaquer parce qu'en fait, Israël est considéré comme une longa manus de Washington au Moyen-Orient. Justement, vous avez parlé de l'actuel locataire de la Maison-Blanche ou de l'actuelle administration de la Maison-Blanche. Quel est le rapport de la Maison-Blanche avec le dossier libyen? On les a vus très impliqués sous l'administration Biden. Il y a même l'envoyé spécial des Nations Unies était américaine, mais aujourd'hui, on a l'impression que sur la Libye, l'administration américaine reste très, très discrète, contrairement à d'autres puissances avec qui elle est en concurrence directe pour la Libye. Oui, on a nommé avant le fait que Trump a parlé de Libye quand il parlait d'immigration. Et en fait, la question migratoire n'est pas juste par rapport à Trump. Il faut se souvenir, par exemple, de la crise qu'il y a eu entre Libye et Grèce, qui a été très alarmée par l'augmentation des arrivées des migrants d'Italie, France, même la Turquie qui a été très impliquée. Mais en général, les États-Unis ont une politique de réaction. Donc, dans le moment quand il y a des crises, Trump avait toujours fait se faire considérer comme celui qui amène la paix, qui doit être considéré comme l'homme de la paix. En fait, il est complètement le contraire. Il est l'homme de la guerre. Il fait que amener violence, guerre, agression, politique postcoloniale. Par exemple, le fait qu'il y a le Board of Peace, ce comité avec Tony Blair et lui-même qui devrait contrôler la transition de Gaza, ça fait, peut être considéré très clairement comme une façon postcoloniale de gérer les relations internationales et sont les États-Unis qui ont cette façon de contrôler. On peut ajouter que l'Union européenne n'a pas une politique indépendante par rapport aux États-Unis et amène le même genre d'agenda, par exemple, sans considérer des sanctions très fortes contre l'État génocidaire d'Israël. Très bien. Giuseppe, on va revenir un peu à ce procès de Nicolas Sarkozy qui a permis de remettre le dossier libyen au devant de la scène. Soyons bien clairs, on qualifie ce procès d'être historique. Dans des pays comme l'Italie ou d'autres pays européens, on a l'habitude de voir des dirigeants devant la justice et répandre de la justice. Et pourtant, c'est la France qui a toujours été connue pour cette espèce de justice immuable et pour cette grandeur de justice. On va revenir à ce procès. Ce procès, on l'a dit en début d'émission, ne s'est focalisé que sur le côté financier, mais n'est pas allé au-delà de cette campagne et des preuves directes ou indirectes. Une question me semble être aujourd'hui primordiale dans ce cadre-là. À quand des procès géopolitiques réels? Est-ce que finalement les puissances occidentales, quand il est question de géopolitique et de leurs intérêts, évacuent le dossier? Parce que dans ce procès, on a évacué la question libyenne. On en a fait un procès franco-français, on en a fait un procès pour corruption, pour vol, mais on a oublié les 15 ans de déstabilisation de la Libye ou presque de chaos, que ce soit au Libye ou au Sahel. Oui, en fait, il faut parler des criminels de guerre comme Netanyahu, par exemple, par la Cour pénale internationale, il devrait être Justement, arrêté. est-ce que cela n'ouvre pas la porte à des criminels comme Netanyahou de se dire que moi aussi je peux être impuni finalement? Oui. C'est une politique de double standard qui ne considère pas la justice comme le bio de la Cour pénale internationale, mais il y a même une criminalisation de la Cour pénale internationale par les États-Unis et Trump. Donc, il ne faut jamais oublier la façon dans laquelle ils gèrent la justice aux États-Unis et dehors des États-Unis. Et en fait, dans cette façon-là, oui, c'est vrai, des gens comme les politiciens d'extrême
l'extrême droite en Israël, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et les autres continuent à dire des choses qui sont complètement insupportables et ils devraient être tout arrêtés par rapport aux gens de façon dans laquelle ils continuent leur façon de parler même, parce que les génocides, ça commence avec les mots. Et dans la façon dans laquelle ils considèrent, ils parlent des Palestiniens, ils devraient être arrêtés, parce qu'en fait, ils amènent une politique de haine qui facilite les autorités israéliennes dans la politique génocidaire. Donc, si la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale n'ont pas la possibilité d'arrêter des politiciens comme Netanyahou, la conséquence est qu'en fait, on a le chaos au niveau géopolitique international et tout le monde peut continuer à mener des guerres locales, à contrôler, à mettre en place des actes criminels, de corruption, d'associations de malfaiteurs, comme est arrivé avec les relations entre la France et la Libye ou le Royaume-Uni et la Libye. Très bien, Giuseppe, une dernière question peut-être avant d'arriver au temps imparti à cette émission-là. Je m'adresse beaucoup plus aux journalistes. À votre avis, en termes de mémoire collective, est-ce que vous estimez que finalement, que ce soit en Occident ou ailleurs, les journalistes ou les gens des médias ont suffisamment fait pour apporter des éclairages à cette question? Parce que même en France, aujourd'hui, en France, en Italie, quand il est question de même aux États-Unis, quand on revient à toute cette machine de déstabilisation post-coloniale, on oublie les conséquences géopolitiques, on oublie les populations et on oublie tout ça. On ne juge pas pour les crimes de guerre, comme vous venez de le dire. Et finalement, à votre avis, quelles pourraient être les initiatives qui pourraient être mises en place et est-ce que les médias ont suffisamment fait leur travail? Parce que je rappelle quand même pour ce qui est de la préparation de l'opinion publique, on se sert des médias mainstream, comme on l'a fait depuis le 7 octobre ou depuis le génocide à Gaza, où on a affirmé que l'antité-sioniste était en droit de se défendre, même quand elle assassine des milliers d'enfants. Déjà, même cet argument de défense est à mettre entre guillemets. Oui, en fait, la réponse est la mobilisation transnationale, internationale, la solidarité internationale. Il y a un mouvement contre ça qui est incroyable, en fait. En Italie, par exemple, septembre 22, la semaine passée, il y a eu une grève nationale contre la guerre à Gaza. Et ces mobilisations, il y a eu à Berlin, il y a eu dans plusieurs villes autour du monde. La solidarité internationale au peuple de Gaza, même la marche Sumud, Global Sumud, la Global Sumud Flottille et toutes les initiatives qui contestaient l'état de siège par l'antité-sioniste à Gaza, le génocide, l'apartheid, le nettoyage ethnique qui est en cours, qui continue à Gaza, sont importants, très importants, fondamentaux pour considérer une vision changée, révolutionnaire des rapports internationaux qui ne considèrent pas le colonialisme comme le but et considèrent l'équilibre, l'égalité, la justice sociale comme la base pour un monde plus juste. Et ça à partir de la Libye, parce qu'en fait, la Libye même, il y a tellement de contradictions, tellement de pouvoirs consacrés à la corruption dans la gestion, par exemple, du marché pétrolier et dans l'influence internationale qui devrait terminer. Et seulement si on arrive à ce but-là, la Libye pourrait être contrôlée par les Libyens et le pays peut continuer son histoire dans la calme et pas dans le chaos. Très bien, Giuseppe, c'est tout ce qu'on souhaite pour les Libyens, parvenir à un processus libo-libyen et la résolution de cette crise qui est venue à la suite de la déstabilisation de la Libye par l'OTAN. Merci, Giuseppe, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à vous et bonne soirée. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, comme chaque semaine, n'oubliez pas, prenez soin de vous.